donc ce soir, je voudrais d'abord excuser Philippe Audic, qui peut pas être parmi nous ce soir, qui est retenu ailleurs. On reçoit donc Jean-Pierre Caillon, donc qui est le président de l'association nationale Chantier École. Ça, c'est ses responsabilités nationales, et qui est aussi investi dans une association locale dont il parlera, qui s'appelle Accès Réagi. Je crois que c'est ça. Cette rencontre s'inscrit dans une série. Il y en a eu beaucoup d'autres sur les questions sociales ou des ruptures sociales, puisque dans la réflexion du Conseil de développement sur le projet de territoire, l'idée est de dire que ce qui se passe en termes sociaux est pas complètement anodin, et que si on se projette à 20 ans, il faut aussi se projeter sur ces questions-là. Donc on a parlé de la précarité, on a parlé de l'accueil des Roms, et on a eu toute une série d'interlocuteurs. S'agissant de l'insertion par l'activité économique, donc on avait déjà eu une rencontre avec Michel Romanet, qui est membre du Conseil et qui est par ailleurs président de l'association Partage 44, et qui représente ici le CORAS, lequel CORAS a dû tenir son congrès, je crois, la semaine dernière sur le sujet. Donc il a déjà livré un certain nombre d'éléments sur cette question d'insertion par l'activité économique. Mais ce soir, ce que vous allez évoquer sans doute, c'est plus votre activité, la question des chantiers d'insertion, des chantiers de formation, et puis plus globalement des enjeux nationaux de l'insertion par l'activité économique. L'objectif, c'est à la fois de mieux connaître vos activités, ce que fait votre association et ce que font d'autres. Puis je crois que l'association nationale doit regrouper, 450 ou 500 structures. Mais c'est aussi d'avoir votre point de vue sur un certain nombre de perspectives d'avenir. L'objet du Conseil, c'est de travailler effectivement sur le projet de territoire. Donc c'est de recueillir un peu vos impressions, vos envies, vos attentes, et qu'on pourrait résumer, nous, dans une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme alerte aujourd'hui, notamment à formuler aux élus sur ces questions-là, à la fois sur le territoire national, mais aussi sur le territoire d'ici. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, merci. Je sais pas si vous prendre le micro. Si, c'est mieux, parce qu'on enregistre. Vous en avez un juste à côté. Il marche. Oui. Il marche. Oui. Mais vous le tenez bien prêt. Donc, merci pour l'accueil. C'est toujours intéressant d'intervenir devant un conseil de développement, parce qu'on sait que vous planchez je sais maintenant que vous planchez pour 2030, donc c'est loin devant nous. Je pense que nous, on projette pas encore l'IE à 2030, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une réflexion dans 5 ans. Donc, on m'a demandé de présenter. Donc, j'ai pas parlé beaucoup d'Accès Réagi. Ce que je propose ce soir là, donc, c'est de présenter un diaporama qui a été présenté devant l'association des départements de France. Donc, à l'occasion d'une rencontre avec cette association-là, donc ils souhaitaient qu'on parle de l'IE, donc on avait préparé ce diaporama pour le département de France. Et donc ça c'est en premier, et puis donc en deuxième partie, pour la fin, ce que je propose, c'est qu'on rentre concrètement dans une action qui est portée par Accès Réagi, dont je suis directeur, et en lien avec Électriciens sans frontières, et qui a été portée, mais qui s'intègre aussi dans l'insertion par l'activité économique, et plus largement dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ça permettra d'imager. Donc il y a un film. Et puis donc surtout n'hésitez pas à poser des questions, même pendant que j'expose, parce que c'est toujours, des fois c'est plus simple que de les poser à la fin directement, quoi. Donc l'IE, donc qu'est-ce que c'est? Donc moi je commencerai par dire que l'IE, ça s'intègre dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors je vais me risquer à faire la même chose que j'ai fait à l'école de commerce il y a 3-4 jours. Qui connaît l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ça parle à quelqu'un déjà? Donc ça parle déjà à 2 personnes. Donc là j'étais l'autre jour à la chambre des commerces, donc dans une école de commerce, donc de jeunes, donc en bac, en licence. Et donc c'est vrai qu'ils veulent mener une communication et nous accompagner sur un plan de communication. Et donc j'ai posé cette même question devant une vingtaine de jeunes qui avaient une vingtaine d'années, 20 ou 30 jeunes. Et il y a une main qui s'est levée timidement pour dire oui, moi je connais. Et pourtant on en parle souvent. Je dirais mais c'est vrai que on voit bien que c'est pas dans le langage courant, quoi. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? Je vais pas le décrire, je vais simplement dire ce que ça représente. Donc c'est 10% de l'emploi en France, donc c'est quand même important, 10% de l'emploi. Donc c'est 200 000 entreprises qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire avec 2 millions de salariés. Voilà, donc c'est quand même un morceau important de l'économie, en général, puisqu'elle est, ce qu'on dit, elle est encastrée dans l'économie classique. Elle est en fait liée à des moments donnés dans l'économie classique, des fois un peu en dehors, différemment, mais elle est toujours conjuguée à l'économie classique. Mais elle fonctionne différemment.
Mais donc c'est pas l'objet d'en parler ce soir. Donc vous le verrez, vous retrouverez quelques traces à travers ce que je présente de l'IAE. Donc l'IAE, c'est quoi dans l'économie sociale et solidaire? L'IAE, c'est donc 280 000 solutions d'insertion par an. Donc en gros, c'est 280 000 salariés qui passent dans l'insertion par l'activité économique tous les ans. Donc c'est déjà en soi pas négligeable, 80 000 ETP, et donc c'est 4% de l'ESS en gros. Donc c'est déjà ça porte au niveau économique, c'est un point important, quoi. On n'est pas dans le registre. Souvent, on me dit, mais vous êtes dans le social. Non, on n'est pas dans le social. 280 000 salariés, c'est pas dans le social. On est bien dans l'activité économique. On génère des budgets importants et on génère une économie qui est déjà représentative, quoi. Donc le diaporama, donc on va le commencer. Alors je sais pas, je suppose qu'il faut que j'appuie. Sur la flèche de droite. J'appuie sur les flèches de droite. C'est là, je suppose. Non. C'est là. Ah, d'accord. Okay. Donc l'IAE donc est là pour finalité donc de permettre aux personnes exclues ou en grande difficulté de retrouver une place dans la société et un emploi bénéficiant d'un accompagnement adapté. Donc à la fois c'est permettre à des personnes de travailler, donc on embauche des personnes dans l'IAE et on les accompagne et on dispense de la formation. Donc c'est quelque chose qui apparaît, enfin c'est un secteur qui apparaît, enfin qui est un vrai secteur maintenant, qui est apparu dans les années 70 parce qu'il y avait un chômage qui était conséquent et souvent il y a ça a émergé d'initiatives citoyennes ou d'initiatives locales. On dit initiatives citoyennes. Auparavant on présentait pas cette façon-là, mais l'exemple des actions intermédiaires, par exemple, c'est un des outils de l'IAE dont on reparlera tout à l'heure. On va dire que l'initiative a précédé la loi. Je veux dire, ça s'est mis en place que la loi n'existait pas. Les lois se sont mises en place après, quand on a commencé à fonctionner et quand on a vu que ça pouvait répondre à une problématique sociale et économique. Donc la première loi d'orientation, donc elle a été promulguée en 98, mais il y avait déjà en 87 la loi Séguin avait déjà validé, il y avait déjà une loi qui avait été mise en place pour les actions intermédiaires. Et après c'est Martine Aubry, je crois, qui a donc lancé la première loi d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion. Donc l'insertion par l'activité économique a pour objet, donc on redit, de permettre à des personnes sans emploi d'en avoir un, et puis de bénéficier d'un contrat de travail en vue d'une insertion professionnelle et en y mettant de l'accompagnement social et professionnel et de la formation. Donc il faut savoir que toutes les personnes en général qui sont embauchées dans les structures d'insertion par l'activité économique sont issues des minima sociaux ou sans ressources ou sous main de justice. Ce sont des personnes qui ont été durablement éloignées de l'emploi. Donc l'IAE propose, à travers ces 280 000 solutions, d'accompagner ces personnes et de les réaccompagner vers l'emploi, la formation, c'est-à-dire de les réintroduire dans l'économie classique, on va dire, et de les préparer à rentrer dans des entreprises, quoi. Donc il y a 4 outils en fait de l'IAE, c'est pas compliqué, il y en a pas 50. Il y a les ateliers et chantiers d'insertion. Je suis sûr que vous en connaissez à Nantes ou dans la ville de Nantes. Il y a Tao, il y a Arbre, il y a Océan. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Des associations comme celle-là, ces noms-là, il y en a peut-être qui sont présents dans nul ou l'autre. Il y a Partage 44. Il y en a plusieurs sur Nantes qui existent. Mais donc elles sont pas toutes chantiers d'insertion, mais donc elles sont soit chantiers d'insertion. Donc les chantiers d'insertion, donc ils embauchent des personnes, les accompagnent et réalisent des travaux pour le compte des collectivités ou des établissements publics. Donc vous avez les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion. Il y en a quelques-unes autour de Nantes aussi que vous connaissez certainement, qui sont le Relais, Envie, ADC Propreté, ce sont des entreprises d'insertion. Et puis vous avez le quatrième outil qui est l'entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc il y en a une à Nantes qui s'appelle Insirim. Donc voilà, ces 4 outils sont différents, fonctionnent différemment, mais toutes est pratiques et sont dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Donc le chantier d'insertion, donc on voit ce qu'elles font, on va décliner rapidement ce qu'ils font, ce que fait chaque outil. Donc là on voit étape de réinsertion par le travail, dispositif ponctuel ou permanent. Donc en général, en Loire-Atlantique, ils sont permanents. Tous les chantiers d'insertion existent depuis une vingtaine d'années, pratiquement. Donc il y a un encadrement technique, formatif,
Il y a des aides qui sont apportées par le Conseil général ou par l'État pour faire des aides, enfin c'est des financements conventionnels pour le travail qu'on fait d'insertion. Et puis donc l'autre partie est apportée par la production avec une règle, c'est de ne pas dépasser 30% du budget par la production. C'est-à-dire qu'on privilégie avant tout l'accompagnement social et professionnel et la formation. Et donc par contre on équilibre le budget par de la production puisque tout s'appuie sur la production. La dynamique d'insertion par l'activité économique s'appuie sur la production dans tous les outils. Donc c'est le code des marchés publics. Donc pour faciliter la clause sociale, enfin pour certains qu'on a entendu parler dans le code des marchés publics, donc a introduit depuis quelques années des articles spécifiques à l'insertion par l'activité économique et en général à l'insertion pour en direction des entreprises. Donc ils sont mis en place en général sur tous les marchés publics, enfin une partie des marchés publics, et ils permettent soit à des entreprises de prendre des personnes dans le cadre de l'insertion, soit à des structures d'insertion de répondre partiellement sur ces marchés, ou d'être en sous-traitance d'une entreprise qui existe, qui a pris le marché. Donc ça permet de développer un grand nombre d'heures d'insertion pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et donc Nantes Métropole par exemple a un service qui s'appelle le service MOA, je crois, MOA, marché public ou quelque chose comme ça, qui est important et qui a dû, je crois, depuis son origine, a dû pratiquement allouer pratiquement 1 million d'heures à l'insertion par l'activité, à l'insertion en général, quoi, dans le cadre de ces marchés publics. Est-ce que les entreprises qui répondent à des marchés dans lesquels il y a des clauses d'insertion obligatoires, enfin obligatoires, quasiment obligatoires, c'est un critère, est-ce qu'ils font appel à vous, à des structures comme vous, pour justement soit recruter des gens, soit... Ils peuvent faire appel à des structures comme les nôtres, mais ils peuvent directement prendre des personnes qui sont positionnées par le Pôle emploi, ou le Conseil général, parce que le Conseil général suit des personnes dans le cadre du RSA, et donc ils seront dans un parcours d'insertion le temps du chantier. Et sinon, ils peuvent passer par nous aussi. Ils ont enfin, tout dépend ce qu'ils préfèrent. En général, les entreprises apprécient de passer par les structures d'insertion parce qu'ils savent que, en passant par une structure d'insertion, il y a la mesure d'accompagnement qui est faite par la structure qui va permettre de cadrer, en fait, le parcours de la personne dans l'entreprise, quoi, durant le marché, quoi. Mais il y a des premiers marchés qui ont été faits à Nantes Métropole où il y a eu des clauses d'insertion importantes. Je crois que c'est le tramway, quoi. Ouais. Il y a des marchés qui se prêtent bien à ça. Parfois, ça touche un nombre important de gens. Comment ? Parfois, ça touche un nombre important de gens parce qu'il y a des marchés très longs au point de vue, oui, à la fois durée dans le temps et long au niveau géographique, si on peut dire. Et ça peut, justement, il y a des nombres de gens sollicités qui sont pas si négligeables que ça. Et parfois, ce qui manquait, c'était d'avoir des structures comme la vôtre qui aident les entreprises, justement, à structurer, oui. Parce que les entreprises se trouvaient un peu démunies d'avoir des partenaires adéquats pour... elles étaient pleines de bonne volonté pour employer des jeunes ou des gens d'insertion, mais elles n'avaient pas une structure qui, même si nous on en avait fondé une à Métropole, il manquait de structures comme la vôtre capable de faire un relais ou un partenariat avec elles. C'est pour ça que je pose la question de votre implication dans ces clauses. Mais de plus en plus, ils utilisent des structures de l'IE et notamment l'entreprise d'intérim d'insertion, Insérim. Pour ce qui est de Nantes, après il y en a d'autres, hein, mais c'est souvent utilisé comme dans ce cadre-là, quoi. Ouais. Juste pour revenir sur le visuel d'avant, c'est très bien de revenir, mais qu'est-ce qu'on entend par activité limitée à 30%? Dans cet exemple, ça pourrait, par exemple, une activité de longue durée comme l'association de personnel d'insertion au niveau du chantier, pourrait conduire à une activité importante qui représente un chiffre d'affaires important par rapport au chantier d'insertion. Pourquoi c'est limité à 30%? C'est parce que donc le chantier d'insertion est considéré comme, on va dire, la première outil un des premiers outils du secteur de l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire qu'on accueille toute personne qui souhaite travailler. Il n'y a aucun critère de sélection. Elle est prise à partir du moment où elle souhaite travailler, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir derrière. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des grosses problématiques sociales derrière. Mais si elle veut travailler, on la prend. Ça veut dire que on accepte aussi qu'elle travaille avec un rythme qui sera pas le même qu'une entreprise va exiger. Et donc, si on veut garder cette spécificité-là et qui est importante à mon avis, si on veut permettre à toute personne très éloignée de l'emploi de retravailler, il faut se limiter dans une production qui est pas la production d'une entreprise classique, quoi. Donc, on considère qu'avec une couverture budgétaire de 30% par la production,
et l'autre partie, 70% financée dans le cadre des financements conventionnels sur l'insertion, on peut se permettre de prendre toute personne qui veut travailler, quelles que soient les problématiques de départ. Donc les associations intermédiaires, donc on passe aussi assez vite sur la description des outils. Donc c'est la mise à disposition chez le particulier ou dans l'entreprise ou dans la collectivité. Donc elles sont beaucoup sur le service de proximité. Et donc, et pareil, elles dispensent un accompagnement social et professionnel, tout en mettant à disposition des personnes chez des particuliers, des entreprises ou des collectivités. L'entreprise d'insertion, donc, par contre, l'association intermédiaire, elle va chercher pratiquement 80% de son financement, voire plus, sur le marché, en vendant des heures. Hein. Donc, et les 10%, c'est ce qui permet de faire l'accompagnement social et professionnel, ce qui est souvent insuffisant. Hein. Donc l'entreprise d'insertion, donc elle est sur le secteur marchand, donc elle peut répondre à des marchés classiques, elle peut être en sous-traitance des entreprises, elle va chercher 80% de son financement sur le marché, et donc elle accompagne pareil de la même façon les personnes dans le cadre de leur parcours et qui peuvent rester 1 an à 2 ans quoi. Et donc il y a souvent des accords avec des grandes entreprises, il y a des sous-traitances, voire des accords avec des grandes entreprises pour permettre à des personnes qui sortent de l'entreprise d'aller directement dans l'entreprise classique. Donc c'est un des outils qui est le plus proche de l'emploi dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Et l'entreprise de travail temporaire d'insertion, donc il y en a une de Jean-Michel pourrait en parler, David, parce qu'il me connaît bien. Je suis président du conseil de surveillance de cette société. Voilà. Alors juste un petit crochet parce que c'est un montage assez particulier. Donc c'est une société directoire et conseil de surveillance. Donc les actionnaires sont l'actionnaire principal c'est Adélis. Donc Adélis anciennement l'association nantaise Foyer de Jeunes Travailleurs dont je suis le directeur général. Et par ordre d'importance, on a Adéco qui aujourd'hui a 34% des parts. Nos homologues de l'EDI Nantes, l'autre association de Nantes Foyer de Jeunes Travailleurs. La Lyonnaise des Eaux. Face Atlantique, puis également le Crédit Mutuel à travers sa filiale Créavenir, ainsi que des particuliers, donc quelques particuliers, l'ancienne présidente de la NFJT, voilà. Donc c'est un montage assez intéressant puisque cette société regroupe en fait des acteurs très très différents, comme vous pouvez le constater. Des acteurs de l'économie sociale et des grandes entreprises de notoriété, je dirais mondiale, avec Adéco. Et ça marche très bien puisqu'on a des résultats en termes d'insertion qui sont très importants. J'ajoute que cette ETTI se range aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire puisque notamment aucun des actionnaires ne perçoit de dividendes de la société et que tous les résultats sont remis dans l'activité de la société. Voilà. Présenter. C'est un des grands principes de l'économie sociale et solidaire. Donc le TTI, donc voilà, on en a parlé. Donc emploi, donc l'IAE, donc c'est 5000 structures ou entreprises, associations, tout dépend le statut. Hein. Il y a des SA, il y a des associations, il y a des SARL. Tout dépend dans quel outil on se situe. Donc je disais 280 000 solutions d'insertion, 275 000, enfin on n'est pas loin. 75 000, donc j'ai dit 80 000, on n'est pas très loin, qui génèrent donc 3 milliards de chiffre d'affaires. Dont environ 1 milliard de financement public. Alors ce qu'on dit, parce que souvent on dit, là ce que j'entendais tout à l'heure, l'insertion par l'activité économique ça fait peur, c'est des secteurs qu'on connaît pas bien, que la population connaît pas bien, et en soi c'est un vrai secteur en tant que tel, et qui bien sûr émarge sur des fonds publics, puisqu'elle fait un travail que l'État ou le Conseil général lui a délégué, puisque ça pourrait être fait par le Conseil général ou par l'État. La mission d'insertion d'ailleurs elle le fait sur d'autres registres, hein. Les missions locales font de l'insertion,
on va dire le Pôle emploi fait aussi une partie à la fois il fait de l'orientation et de l'insertion. Et puis il y a d'autres établissements publics qui le font. Mais là, l'État ou le Conseil général confie ces missions-là à des structures privées, et donc qui sont dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Et donc, pour un euro investi, on dit qu'il y a 2 euros qui reviennent sur le territoire. Ça veut dire que je me souviens que même le MEDEF en Loire-Atlantique l'avait écrit dans son journal en disant l'insertion par l'activité économique c'est un secteur rentable. Oui, parce que quand on investit 1 euro de fonds publics, il y a 2 euros qui reviennent sur le territoire. Donc il n'y a pas 2 euros qui reviennent à l'État, il n'y a pas 2 euros qui reviennent à la collectivité, mais sur le territoire est réinjecté 2 euros. Donc là, c'est ce qu'on indique, c'est que pour 1 milliard de financement public, il y a 3 milliards qui sont réinjectés localement en salaire, en production et en achat de services, puisque pour faire fonctionner toutes ces structures, il faut aussi acheter des services, des biens et des services, quoi. Alors que rapporte l'IE, donc c'est en qualitatif. Donc en premier lieu, donc c'est des solutions pour des salariés, pour les salariés en insertion. C'est une économie d'indemnité de chômage, puisque quand les personnes sont plus ne marchent plus au Pôle emploi, donc on économise des indemnités, quoi. C'est une économie pour le RSA aussi, puisque quand ils sont salariés, ils ne sont plus au RSA. Donc c'est des économies d'aide sociale en général. Donc, et puis ça prépare et ça permet d'éviter que les personnes s'éloignent de ce qu'on appelle l'employabilité, puisque vous l'avez souvent entendu certainement dans pas mal de secteurs, des patrons de PME qui disent bah oui mais moi on me dit qu'il y a du chômage, mais moi je trouve personne sur le terrain, quoi. Je trouve pas de personnes à embaucher, quoi. Et effectivement, quand il y a des périodes de chômage trop longues et qu'on a laissé les choses se faire, les personnes s'éloignent de l'emploi, et quand il y a des reprises, ils sont plus proches, ils sont pas assez près de l'emploi pour être, on va dire efficients tout de suite. Et donc je pense je suis persuadé que l'IAE permet justement d'éviter que les personnes s'éloignent trop de l'emploi tout en produisant des services utiles à la collectivité. Donc on résout en gros 2 problèmes à la fois. C'est à la fois on évite que la problématique sociale devienne un vrai poids pour la collectivité, et en même temps on réalise des services pour le compte de la collectivité en général, quoi. Et donc ce qu'indiquait à la fin, donc on injecte 2 milliards de salaires dans l'IAE. Ça veut dire que ces personnes-là redeviennent des acteurs socio-économiques sur les territoires, et donc sont susceptibles de faire marcher aussi, on va dire, la consommation locale, quoi. Même si ce sont pas en général des gros salaires, ça fait partie des populations qui consomment aussi, quoi. Ce qui est pas toujours le cas. On réduit sa consommation quand on est au chômage. Donc l'IAE, en chiffres, c'est 600 millions d'euros qui est versé par l'État, 100 millions par le Fonds social européen, et puis donc les collectivités 200 millions d'euros, quoi. Alors ça, ce sont peut-être des chiffres qui sont pas tout à fait d'actualité, hein. Donc l'État, en fait, l'IAE est inscrit dans la politique de l'emploi. Et donc les conseils généraux interviennent notamment dans le cadre du RSA, puisque donc c'est les conseils généraux qui assument la responsabilité du revenu social d'activité, et donc ils financent l'IAE pour permettre à des personnes qui sont au RSA de retrouver le chemin de l'emploi et de la formation. Donc c'est la contribution de l'État, du conseil général, maintenant de certains conseils régionaux, qui commencent à s'intéresser à ce que fait l'IAE et donc commencent à financer notamment la formation. Et puis donc là, ce qui n'est pas marqué parce que c'est pas actualisé, il y a aussi nos OPCA, nos organismes collecteurs pour qui on cotise, donc les organismes collecteurs pour la formation, qui financent aussi la formation dans le cadre des structures de l'IAE. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué. Mais donc il y a nos OPCA financent de façon assez conséquente sur des fonds mutualisés. Je crois que j'ai pratiquement fini. Qu'est-ce qui peut être intéressant encore à dire sur ce diaporama? Oui, donc il y a les départements. Enfin, dans les départements, on voit que les ACI, donc c'est le plus gros morceau du financement qui est apporté, parce que les ACI, c'est des ateliers chantiers d'insertion.
Et donc ce sont les plus gros consommateurs de financement public, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est 70% en financement conventionnel, alors que les autres outils, c'est plutôt 10 à 20% de financement conventionnel. Mais la particularité, c'est qu'on n'a pas le même public. Les AI comme les EI ont souvent salarient souvent des personnes qui sont plus proches de l'emploi, encore que maintenant, des fois, c'est pas toujours aussi vrai que ça. Et donc, en gros, l'ensemble des départements de France, mais il y a des grandes inégalités, contribuent à 15% du financement public de l'IE. Je crois que j'en ai fini pour ce diaporama. Oui, donc là, pourquoi l'IE est incontournable? Bon, je crois que ça, c'est... Enfin, ça devrait couler de source, mais c'est pas. Il faut le redire. Hein, donc c'est parce que la demande sociale est importante. Hein, donc aujourd'hui, donc on est. Et puis la demande économique aussi, elle est présente. Hein. Donc la demande sociale, c'est parce que donc le chômage persiste. Hein, on le sait tous. Je crois qu'il y a plus de 4 millions de chômeurs, donc avec près de 2 millions, enfin 1,7 million de chômeurs longue durée, enfin de plus d'un an. Donc ça veut dire qu'il y a presque 2 millions de personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un an, voire plus. Et donc tout ça crée des problématiques, c'est des problématiques sociales importantes à traiter sur les territoires. Et c'est dans ce sens-là que nous on indique que l'IE est incontournable dans le contexte actuel, quoi. Et puis donc, en même temps, l'État a quand même pris des dispositions pour faciliter le développement de l'IE, et il a mis en place des clauses sociales dans les marchés publics. Et aujourd'hui, comble un peu du succès de ces clauses sociales, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités parce qu'il y a eu beaucoup de formations qui ont été conduites en direction des collectivités pour qu'elles mettent des clauses sociales, et qu'elles s'obligent à mettre des clauses sociales dans les marchés. Et le comble, oui, c'est que on risque de pas avoir suffisamment de structures d'insertion en place pour répondre à ces clauses sociales qui ont été inscrites dans les marchés. Les deux n'avancent pas suffisamment en parallèle assez vite. Et donc, ça serait le comble, ça serait de revenir sur le principe de la clause sociale, alors que je pense que c'est un très bon système, parce qu'il n'y a pas suffisamment de structures d'insertion sur les territoires pour les mettre en œuvre, quoi. Donc je crois que je vais arrêter là le diaporama, et puis je vais juste parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc là, moi je pense que du fait que vous êtes sur de la prospective, moi je voulais juste dire aujourd'hui on en est où au niveau de l'insertion par l'activité économique. Donc on est à la veille d'élections législatives. Donc l'ensemble des réseaux de l'IE. Donc là, j'ai pas parlé de chantier école du tout, hein, mais parce que je crois que c'était plus intéressant de parler de l'IE en général. Chantier école, le réseau national des acteurs de chantier école, c'est un des réseaux de l'IE qui, notamment, se préoccupe avant tout des chantiers d'insertion. Et donc, il rassemble 600 acteurs. Et donc, il a pour but à la fois de développer des outils pour les acteurs qui se mettent en place des chantiers d'insertion, de mutualiser, et puis d'être force de proposition auprès des financeurs. Et donc, quand je dis c'est un des réseaux de l'IE, il y a 10 réseaux dans l'IE. Parce qu'il y a des réseaux qui sont plus préoccupés par les EI, d'autres plus préoccupés par les AI. Et l'ensemble de ces réseaux ont pris la décision d'agir dans la perspective des législatives pour proposer un plan à 5 ans au futur présidentiable. Tout simplement parce que ça fait 25 ans qu'on existe, ça fait 25 ans qu'on est sur des financements qui sont assez précaires, mais ça fait 25 ans aussi qu'on a prouvé qu'on était en capacité de gérer à la fois du social et de l'économique, et de le mettre en mouvement sur un territoire avec des acteurs locaux. Et donc on fait des propositions à l'État, c'est donc ensemble les 10 réseaux pour développer l'IE dans les 5 ans à venir. Et donc développer l'IE, ça veut dire que actuellement dans les entreprises d'insertion, il y a 50 000 postes, et donc nous on indique que dans les 5 ans à venir, on peut développer 100 000 postes de plus. Ça veut dire qu'on peut créer 100 000 postes de plus. Dans les chantiers, il y a 60 000 postes, et donc on fait la proposition aux futurs élus de créer 80 000 postes dans les 5 ans à venir. C'est-à-dire qu'on a à la fois la capacité professionnelle à le mettre en place,
On a aussi des projets qui existent dans les territoires qui sont actuellement non mis en œuvre parce que l'État a d'une certaine façon gelé les financements et les conseils généraux sont plutôt en tension avec l'État et donc ça favorise pas le développement de l'IAE. Et donc on a suffisamment de projets et d'acteurs sur le terrain qui peuvent, on va dire, pratiquement multiplier par 2 ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et qui répond en fait à des besoins, hein, parce que les besoins ils sont là. Et en même temps, c'est de l'activité économique qu'on peut mettre en place, quoi. Mais pour cela, donc, il y a quelques, conditions pour que cette IAE se développe. Et il faut avant tout que l'IAE ait ce qu'on appelle une gouvernance qui fonctionne. Parce que la particularité de l'IAE, c'est qu'elle s'appuie sur des financements publics, entre autres, et de la production. La production, on sait la gérer. On sait la mettre en œuvre comme n'importe quelle entreprise. On fonctionne de la même façon, soit on fonctionne sur des marchés de gré à gré, soit on fonctionne sur des marchés de public, soit on fonctionne sur des marchés, des conventions avec les collectivités, mais on sait gérer la partie production. Ce que nous ne maîtrise pas, c'est les financements publics. Et la difficulté qui se présente à nous, c'est que les financements publics reposent sur l'État, le Conseil général, le Conseil régional. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pilote. C'est comment ça va, ça vient, en fonction des élections, en fonction des élus locaux, en fonction des élus régionaux, en fonction des élus nationaux. Et donc, il n'y a pas vraiment de pilote. Et donc, actuellement, par exemple, en Loire-Atlantique, il y a plusieurs projets qui pourraient être mis en place. Aujourd'hui, la Directe, donc l'État, dit, nous, on ne peut pas développer d'autres postes sur l'IAE. Le Conseil général, lui, dit, nous, si vous n'êtes pas prêt à développer, nous, on est prêt à y aller, mais hors IAE. Parce que, donc, si l'État veut pas y aller, le Conseil général peut y aller, mais hors IAE. Donc ça nous met dans des situations ingérables. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit partagée et qui soit réelle et qui nous permette de gérer et d'aller chercher des fonds publics nécessaires pour le développement de façon claire pour que les structures puissent se développer, quoi. En fait, il faut que la décentralisation et la déconcentration soient vraiment au service des territoires, ce qui n'est pas pour tous les secteurs aujourd'hui une réalité. La déconcentration, c'est la déconcentration des services de l'État, et la décentralisation, c'est la décentralisation des différentes politiques de l'État vers les régions. Donc c'est le principal sujet qui doit permettre d'engager un vrai développement pour l'IAE et donc après l'ensemble des réseaux se font fort d'accompagner les acteurs sur le terrain pour développer à la fois des entreprises d'insertion, des actions intermédiaires, des chantiers d'insertion et répondre aux besoins qui existent sur les territoires de création de postes, d'offres d'insertion. Voilà. Alors maintenant, je préférerais répondre aux questions parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Ce que je proposerais, c'est que il est quelle heure ? Il est presque 7 heures. Il faudrait qu'à 7h15, on peut se donner une demi-heure pour échanger, si vous souhaitez. Et puis après, on vous passe un film, donc là, qui est un film d'une action qui est portée par Accès Réagi, donc une association d'insertion qui est installée sur Prinquio, qui gère à la fois des chantiers d'insertion et une action intermédiaire, et qui en même temps a mis en œuvre un chantier d'échange de solidarité réciproque avec le Bénin. C'est-à-dire qu'elle a été au-delà même de la réponse à des besoins locaux, mais qui a sollicité, les pays africains pour accueillir des personnes en rupture et notamment en alternative à la peine. Et donc l'échange se faisait entre l'accueil de ces jeunes et là-bas la construction d'une école. Donc on le présentera à la fin, je pense que ça pourra éclairer un peu. Et c'est une des actions. Après, les chantiers comme les EI, comme les AI, mènent de multiples projets qui sont très variés, avec des supports d'activité qui peuvent partir du recyclage en passant par le bâtiment, les espaces verts, l'événementiel. Enfin, il y a tout type de... C'est très varié, quoi. Voilà. Donc je suis tout oui à vos questions. Comment risque d'évoluer la position de l'État compte tenu des difficultés budgétaires qui sont évidentes ou qui seront évidentes? Comment, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même pléthore de structures. Comment vous voyez ça justement dans les 5 ans qui viennent?
parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup d'associations diverses et variées, les budgets s'assèchent. Après, comment l'État, l'État il fait aussi avec comment dire, le gouvernement qui est en place. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, ce qui est quand même nouveau et ce qui peut être rassurant pour l'IAE et qui peut être de bon augure pour un développement, la prise en charge des contrats de travail dans les chantiers était toujours votée par décret ou arrêté. Donc c'était la mécanique, donc ça précarisait un maximum le financement. Il y avait toujours des différences entre les départements, les régions qui étaient énormes sur la prise en charge du financement public par l'État dans les chantiers d'insertion. Et là, ça passe dans la loi de finances. C'est-à-dire que c'est présenté comme une loi. Ça va être inscrit dans la loi de finances. Donc c'est quand même une évolution. Je crois s'il y a bien une chose qu'on a réussi à faire au niveau de l'IAE, c'est à dépasser les clivages politiques. Je crois que chacun, que ça soit la droite ou la gauche, a fait un bout de chemin avec l'IAE et a réussi à faire avancer l'IAE malgré tout. Malgré que, voilà, c'est mal connu, malgré que c'est peu lisible, malgré que c'est difficile, c'est parfois difficile à comprendre, mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas su faire, c'est communiquer certainement, et encore que, je crois qu'on n'a peut-être pas toujours été aussi assez écoutés, mais je dirais que j'ai pas beaucoup de crainte pour qu'il y ait qu'on fait marche arrière sur l'IAE. Mais ça n'empêche que c'est bien pour ça qu'on est prudent et qu'on se met en œuvre les 10 réseaux ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de l'IAE, pour faire des propositions aux futurs candidats et de leur demander de s'engager sur ces propositions. Après, restera à mettre en œuvre ça, à décliner ça sur les territoires. Mais j'ai bon espoir quand même qu'on va plutôt vers un développement de l'IAE que vers une asphyxie de l'IAE, quoi. Mais bon, on reste prudent parce qu'on a connu quand même des hauts et des bas et on n'a pas arrêté de connaître des hauts et des bas, quoi. Je me suis occupé de ce genre de choses, donc ça me passionne encore. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire davantage appel aux entreprises, comme dans certains pays, en particulier les États-Unis, où les entreprises se plaignent de ne trouver personne, ce qui est le cas, hein, les charpentiers, des gens comme ça ne trouvent personne et s'en plaignent. Ne pourrait-il pas participer à la formation et s'engager plus dans ce domaine, ce qui déchargerait un peu l'hypothétique aide de l'État, quoi. Ils y participent. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure des OPCA, enfin des OPCA. Donc les OPCA, je sais pas s'il y en a qui sont au monde de l'entreprise. Donc après, c'est par branche professionnelle. Donc les OPCA, c'est les organismes collecteurs auxquels chaque branche professionnelle cotise pour mettre en place de la formation pour les salariés qui sont de ces branches. Organisme paritaire, voilà, paritaire. Voilà. Non, mais j'entends bien, mais je sais bien, on fait jamais assez simple. Je suis bien d'accord. Ouais. Et donc, il y a eu la réforme de la formation professionnelle qui a été lancée, et en même temps, il y a eu la réforme des OPCA aussi. Et donc, l'État a donc contraint les OPCA à verser 13%, enfin, entre 5 et 13% de la collecte qu'ils font dans un budget qui est géré de façon paritaire aussi, qui s'appelle le fonds de la formation, le FPSPP. Voilà. Merci Jean-Michel. Et donc, ces fonds-là sont versés dans cette collecte-là est versée dans ce fonds-là. Et donc, ça veut dire que c'est des fonds qui viennent des entreprises, parce que tout le monde a collecté, que ce soit les associations, les entreprises, tout le monde a collecté. Par contre, il est dédié avant tout à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui peuvent être chômeurs ou qui peuvent être éloignés de l'emploi ou de niveau 5 ou infra 5. Et donc, ces fonds-là, maintenant, on peut les capter. C'est-à-dire qu'il y a eu des appels d'offres qui ont été faits par ce fonds paritaire et qui permet aux structures d'insertion d'aller chercher des fonds pour mettre en place de la formation.
Donc c'est quand même nouveau aussi, hein, et c'est pour ça que je dis il y a des avancées quand même, hein, qui sont quand même pas négligeables, même si ça peut paraître pour un acteur local qui est baigné, qui est né sur le guidon, ça peut paraître pas réel. Si il y a des avancées. Ce fonds paritaire, c'est quand même nouveau. Et là donc par exemple un des OPCA majoritaires dans l'IAE, qui est, je pense qu'un des OPCA majoritaires qui est Uniformation, a capté 19 millions d'euros pour mettre en place de la formation, et pour les chantiers, par exemple, il y a 2 millions qui partiront pour les chantiers d'insertion. Donc c'est quand même pas négligeable, et là on voit que les entreprises, d'une certaine façon, vont contribuer par les fonds de la formation à former ces personnes-là pour les retrouver après dans leurs entreprises. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a encore un gros travail d'alliance à construire entre l'IAE et les entreprises classiques, pour permettre à des personnes qui sortent de l'IAE de partir tout de suite dans l'entreprise, et qu'il n'y a pas de vide entre les deux. Mais il y a de plus en plus de contacts avec à la fois des PME et puis des plus grosses entreprises, pour justement que ce lien se fasse sur les territoires. Je vais répondre en partie pour Nantes. Donc, je suis le président aussi du groupement des associations intermédiaires de Nantes. Et actuellement, nous avons des contacts avec les groupes du bâtiment, dont Vinci, et aussi les métiers de bouche, boulanger, boucher, charcutier, etc., qui recherchent du personnel, exactement ce que vous dites, et qui pourraient contracter avec nous pour à la fois on mette en place des parcours professionnels à partir de personnes en capacité, qu'on fasse de la formation et qu'on puisse ainsi alimenter en personnel compétent au bout d'1 ou 2 ans à la fois ces métiers du bâtiment et puis ces métiers de bouche. Alors c'est pas ce que je vous dis là, c'est en cours de négociation, parce que c'est bien sûr compliqué. Il faut mettre en place la formation, il faut mettre en place les parcours, il faut aussi trouver les personnels, et on fait ça aussi en liaison avec la mission locale, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 25 ans, parce que c'est aussi une population qui peut être très intéressée par tous ces métiers. Moi, j'aurais bien une question à vous poser sur l'évolution, des demandeurs, parce que on a parlé financement public, financement privé, de ce qui ressort d'un certain nombre d'interventions, et notamment de ce qu'avait dit Michel Romanet quand il était venu. Je veux dire, on va sans doute voir arriver de plus en plus des populations concernées par cette question de l'insertion par l'activité économique. Et si on se projette à 20 ans, je sais bien que c'est pas un exercice très simple, mais est-ce qu'il y a un moment, un risque de rupture, et à quel moment il se situe, quoi, jusqu'où on pourra suivre la demande, quoi, même si c'est pas forcément une question simple. Il y a quelques signes quand même qui sont qui montrent que certainement la demande va évoluer. Nous, on a vu, par exemple, au niveau notre structure accueille 65 salariés dans le cadre des chantiers. 40% ce sont des 16-25 ans. Au fil du temps, on a vu évoluer le niveau de qualification de ces 16-25 ans. On est aujourd'hui donc quand je dis 40, sur 65 postes, donc 40% sont des moins de 25 ans, ça veut dire qu'il en passe 60 dans l'année, voire, parce que c'est des contrats pas forcément d'un an. On est à 90% d'infra 5. Ça veut dire que c'est des jeunes sans qualification qui sont sortis du cycle scolaire très rapidement. En même temps, vous avez la protection judiciaire qui accueillait beaucoup de jeunes dans le cadre soit de mesures au civil, soit de mesures au pénal. Depuis la RGPP qui s'est mise en place, les réformes des politiques publiques, et puis pour d'autres raisons aussi, mais je pense que c'est pas le débat ici, la protection judiciaire n'accueille que les jeunes qui sont en pénal. Ça veut dire que 70% de leur public qu'ils accueillaient étaient des personnes qui relevaient du civil. Donc je parle des 16-25 ans, des 16-18 ans là. Et donc tous ces jeunes de 16-18 ans sont aujourd'hui pratiquement dans la nature. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'accueil d'organisé comme ça l'était auparavant. Et puis donc le chômage aussi persiste et ne baisse pas. Donc je pense que la demande va être croissante dans les années à venir, quoi. Et je crois qu'au-delà, et je pense qu'il faut, nous c'est ce qu'on essaie de défendre aussi. L'IAE est vu souvent comme un réparateur.
parce qu'il y a eu il y a des trous dans l'organisation de la société, on va dire, pour que tout le monde puisse travailler. Mais je crois qu'il faut aussi dépasser cette image-là. On va au-delà de la réparation. Je crois on génère aussi une économie un peu différente d'une économie classique où, ce que disait Jean-Michel Davy tout à l'heure, les bénéfices sont réinvestis en totalité dans l'activité. Je veux dire, s'il y a bénéfice, c'est quand il y a bénéfice, parce que c'est pas toujours le cas. Souvent, c'est l'équilibre, simplement. Mais c'est une économie qui est avant tout centrée sur l'humain et sur, on va dire, de la production de cohésion sociale sur les territoires. Donc, je crois qu'il faut le voir au-delà d'une mission simplement de réparation des manques dans la société, quoi. Oui, moi je me demande si je comprends bien qu'on raisonne en termes de coûts. On a vu 3 milliards d'euros et 1 milliard d'aide de l'État, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais je me demande si le problème, il se pose vraiment dans ces termes-là. C'est-à-dire que la vraie question, c'est qu'est-ce que ça coûte si on fait rien? Et le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on gagne en coûts sociaux. Tu évoquais tout à l'heure le gain en termes de chômage, tu évoquais le gain en termes de RSA, tu évoquais le gain, on peut évoquer le gain en termes d'enfermement, on parle aussi, on voit que ces jeunes-là ont accès à un parcours de santé, alors que si on fait rien, si on les encadre pas, eh ben leur santé risque de ne pas s'arranger. Donc voilà, il y a aussi des gains qu'on a beaucoup de mal à évaluer, je le comprends très bien, mais qui serait intéressant quand même à approcher de façon à voir ce que ça apporte à la société en termes de non-coût. Donc là, il y a quelque chose qui est lancé, juste pour répondre à ça, donc il y a ce qui a été demandé aussi par l'ensemble des réseaux de l'IE, donc il y a, je sais pas si on appelle ça une enquête, mais qui doit être qui est commencé déjà et qui est conduit par l'IGS et donc c'est l'Institut Général des Finances, je crois que c'est comme ça, et l'Institut Général des faut que je retrouve ça. Enfin, voilà. Des finances. Voilà. Donc qui est demandé et qui est en cours, et donc qui doit évaluer justement les bénéfices de l'IE en mesure notamment sur les coûts évités. Voilà. Et parce que quand je veux dire, que ça soit par l'indemnité du chômage ou que ça soit par l'aide sociale qui est apportée pour permettre à ces personnes-là, je veux dire, de survivre, quoi. Alors que nous, ce qu'on leur permet, c'est de vivre, d'une, et de se projeter dans l'avenir. Parce que quand ils passent dans une structure d'insertion, l'objectif, c'est pas de revenir en arrière, c'est d'aller devant. Après, on réussit pas à tous les coups parce qu'il y a des problématiques sociales qui peuvent être lourdes, mais c'est ce que propose l'IE, quoi. C'est à la fois de vivre par un contrat de travail, une activité, une reconnaissance, et de penser à l'avenir, quoi. Oui, c'était en filiation avec les questions qui viennent d'être posées. C'est en quoi aujourd'hui cette organisation, enfin cette démarche, est en adéquation avec les besoins. Qu'est-ce qu'on sait des besoins et de la réponse qu'on y apporte, et quels sont les liens dans la filiation de cette question? Comment aujourd'hui ce qui existe est connu des populations qui sont justement en difficulté, etc., indépendamment de ce qui peut se passer au niveau de la PJJ, etc., par rapport au monde associatif? Comment on irrigue justement ceux qui sont auprès des populations pour les amener à ces démarches-là? Donc ça passe par le Pôle emploi, en fait, puisque c'est le Pôle emploi qui agrée les personnes qui rentrent dans le champ de l'IE, majoritairement. Après, il peut y avoir aussi, sur les AI, c'est un peu différent, sur l'intermédiaire, c'est un peu différent. Mais le besoin, il est énorme. Mais en face, oui, parce que justement, moi, je suis frappé. Le besoin, il est énorme, mais en même temps, comme vous dites, il n'est pas toujours exprimé, il est pas toujours bien connu. Il y a des lourdeurs aussi dans le fonctionnement qui font que c'est pas toujours facile d'y accéder. Mais en même temps, aujourd'hui, heureusement que le besoin n'est pas complètement exprimé, parce que il n'y a pas assez de structures IE pour répondre à ce besoin-là. Je veux dire, le financement public ne suit pas derrière. Donc on est dans une adéquation qui est pas simple, là.
Bruno Dehaye. Moi, je voudrais je me suis pas endormi pendant le débat, j'ai entendu. Ce que je veux revenir sur une question, c'est la formation. Moi, il me paraît, on parle de 10% de l'emploi en France. Bon, il me paraît impossible qu'on intègre des gens dans une profession sans leur donner une formation. Mon voisin parlait par exemple de charpentier, on a parlé des métiers de bouche, etc. Mais on peut pas. Alors en général, les gens qui n'ont pas de boulot comme ça, c'est qu'ils ont aussi un déficit en formation. Donc il faut leur donner d'abord cette formation. Et puis j'avais une question également. Dans l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on intègre les coopératives ou les SCOP? Ça c'est un autre débat. Je pense qu'il ne faut pas qu'on commence à l'aborder là parce que ça pourrait durer longtemps, parce qu'on intègre aussi les banques mutuelles. Donc voilà, on peut aller loin dans ce registre-là. Alors après, moi j'ai dit, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. En même temps, on sait très bien que dans ce secteur-là, il y a encore beaucoup à progresser dans qu'est-ce qu'on met dans l'ESS, quoi. Voilà, en gros. Par contre, sur la formation, donc toutes les personnes qui viennent et qui travaillent dans l'IAE en général, ils ont manqué une étape, quoi. C'est la formation, pratiquement. Après, il y a d'autres problématiques qui sont greffées dessus, mais déjà une personne qui n'a pas suivi un cycle, on va dire classique de formation, il a des chances de se retrouver au chômage, et s'il est au chômage, il y a d'autres problématiques qui s'inscrivent, ce sont des problématiques sociales. Donc voilà, donc on cumule les deux rapidement. Et donc la formation qu'on met en place dans l'IAE, donc on peut aller jusqu'à la formation certifiée, enfin qualifiante. Il y a des chantiers, il y a des EI qui font de la formation qualifiante, mais on est surtout sur les compétences clés, c'est-à-dire avant tout sur les apprentissages de base et les comportements attendus en entreprise. Donc c'est sur ces domaines-là qu'on travaille et qu'on formalise. Et notre principal travail à travers la formation, c'est d'amener les personnes à se réconcilier avec le processus de formation. La très grande majorité des personnes qui rentrent chez nous sont fâchées avec la formation, alors que depuis quelques années, on parle de la formation tout au long de la vie, qui doit permettre à chacun de progresser. Enfin, c'est presque un droit, quoi. Sauf que toutes les personnes qui arrivent chez nous sont fâchées avec la formation. Et donc notre principal travail, quand on met de la formation en place, c'est d'amener les personnes à rentrer de nouveau dans le processus de formation, mais en rentrant par ce qu'on appelle les compétences clés. Oui, effectivement, je voulais poser cette question qui revenait à l'accès au diplôme, puisque il y a une projection dans l'avenir, et donc est-ce que vous permettez l'accès à diplôme? Est-ce que vous avez des formules de type contrat de pro? Est-ce que c'est des choses que vous essayez d'étudier, et toutes les démarches de VAE aussi? Est-ce que vous étudiez ces démarches-là? Non, on n'en est pas là, et c'est pas l'objet. Enfin, il y a des chantiers qualifiants, préqualifiants. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire valider les acquis, parce que les personnes, il faut le savoir, elles restent entre 6 mois et 2 ans maximum dans les structures d'insertion par l'activité économique. Donc c'est un passage qui est assez court en fait. Et donc ce qu'on essaye de faire valider, c'est donc les acquis, notamment autour des compétences clés. Et puis donc on va vers la certification de compétences acquis en lien avec des référentiels de métiers qui sont du support d'activité, pour permettre à la personne de valider quelques acquis, mais ça sera une UC ou 2 UC, mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Et puis c'est déjà lourd à mettre en place et tout le monde ne peut pas y aller. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer à la personne qu'elle est en capacité d'aller plus loin au niveau de la formation. Voilà. Mais on n'a pas pour objectif de faire de la qualification dans les chantiers ou dans les EI. Lorsque vous dites que vous avez 40% de vos jeunes, des personnes qui sont là, qui ont 16-25, qui sont de niveau infra 5, justement, eux, ils ont quitté récemment encore le système scolaire, parce que plus le temps est long, et plus évidemment le retour est difficile. Est-ce que justement, par rapport à ces populations jeunes qui vous envoyaient des missions locales, il n'y a pas des démarches Nous, on enclenche. Quand on dit on réconcilie la personne, on essaie de réconcilier par la formation la personne avec la formation. Après, on est une étape dans le parcours. Plus ils sont jeunes, plus on est une des étapes du parcours, quoi. C'est une succession d'étapes. Après, ce qui est important pour l'IAE, c'est surtout de préparer l'étape d'après.
Donc soit c'est la formation, soit c'est l'emploi, soit c'est le retour en entreprise. Enfin, c'est surtout de préparer l'étape qui suivra. Mais l'IAE ne résout pas tout à l'intérieur de l'IAE, quoi. On n'a pas pour objet de faire de la qualification. Il y a déjà des organismes qui existent pour ça, quoi. Il y a déjà les entreprises qui forment aussi, quoi. Il y a les centres d'apprentissage. Il y a plein d'organismes qui. Par contre, c'est comment on ramène ces personnes-là dans ces dispositifs de droit commun. Et donc nous, l'objectif justement, c'est de les accompagner et de les réconcilier avec les dispositifs de droit commun. Vous avez envoyé l'expression infra 5. Qu'est-ce qu'un infra 5 ça se situe où dans le... Souvent, c'est sorti de 5e. 6e, 3e. Enfin, non, pas 6e, 5e ou 3e ou 6 mois d'apprentissage. En général, infra 5, c'est même pas le. Il y a pas le. En 3e, c'est quoi déjà qu'on passe? Brevet d'école. Ouais, c'est même pas ça, quoi. Je veux dire, souvent on a des jeunes qui arrivent, ils sont sortis en 5e. Autrement dit, c'est très fréquent aujourd'hui de voir des jeunes qui sortent en 5e. Et moi, je leur pose toujours la question, mais pourquoi vous êtes sortis en 5e? Et parce que et la réponse c'est parce que je voulais arrêter l'école. Oui, autrement dit, vous héritez en quelque sorte, vous vous retrouvez à vous occuper d'une partie des éclopés de l'enseignement, de la formation et des éclopés très tôt. Parce que sortir en 5e, sortir du dispositif en 5e, c'est quand même c'est un vrai problème national. Hein. Ça, moi je dis c'est pas ectoplasmique. Alors vous êtes un sparadrap utile sur une plaie qui est sans doute beaucoup plus grave. Non, c'est bien ce qu'il fait dans ce cadre-là, là-dessus. Moi, j'ai pas d'état d'âme, hein. Mais faut quand même. Il y a une interpellation forte qui doit être faite auprès des institutions qui sont théoriquement et constitutionnellement en charge de tout ce qui touche la formation. Et là, non, c'est là on dit pourquoi on a abandonné les systèmes d'apprentissage qui existaient depuis fort longtemps, qui avaient leurs défauts mais leurs mérites, qui ont subsisté dans d'autres pays européens et qui chez nous, bon, en fait, ce que vous conduisez s'apparente à l'apprentissage. Hein, non, mais faut pas avoir peur des mots, quoi. Et là-dessus, non mais en tout cas, moi je suis effaré de cette situation de gamins, de jeunes qui sortent, qui ont rien, qui vont glander, qui vont de toute façon ne cherchent pas de boulot et ne vont pas en trouver. À partir du moment où on n'en cherche pas, on n'en trouve pas. Mais même si on cherche, on n'en trouve pas. Dans une situation où le chômage en France touche quand même combien 4 millions de personnes, 3 millions, je sais pas combien. 4 millions. Oui. Donc c'est quand même c'est pour ça que c'est important que la puissance publique, quelle qu'elle soit, se bouge un peu les fesses, quoi. Oui, mais je pense que si c'est de la responsabilité des citoyens de s'organiser sur un territoire et de mettre en œuvre des actions. Je crois que, enfin là-dessus, moi je me considère pas, dans mon quotidien, je me considère pas un sparadrap, sinon j'arrête demain, quoi. Pour moi, c'est clair, quoi. C'est pas une critique. Non, mais je veux dire, mais c'est de la façon dont vous amenez ça, c'est vrai. Moi, sparadrap, moi ça me gêne un peu. Je veux dire, l'éducation nationale, elle a son chemin à faire. Je pense que l'éducation nationale répond pas aujourd'hui aux besoins des jeunes qui sont en formation, parce que elle a un mode de fonctionnement qui est assez unique, on va dire, qui est le même pour tous, alors qu'on sait pertinemment que tout le monde ne capte pas le savoir en même temps, au même moment, et donc comme il n'y a pas d'adaptation, ça met forcément des personnes de côté, des jeunes de côté. C'est très facile de sortir du circuit scolaire, quoi. Tout simplement, vous entendez, vous avez tous entendu des professeurs qui disent, moi j'ai mon programme à faire. Moi je regrette les programmes à faire dans une école, quand on est dans une école, quand on est en 5e ou quand on est en 4e ou qu'on est dans ces classes-là, si le gamin il peut pas, même si c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas la capacité, il n'est pas assez rapide pour avaler le programme, lui. Et ben il se retrouve vite mis à l'écart, et au final il se décourage, et puis il préfère sortir.
et il dit je vais aller en apprentissage. Sauf qu'en apprentissage, il n'est pas toujours prêt à rentrer en apprentissage. Et pour peu qu'il trouve pas un patron pour l'accueillir, eh ben il part très très vite dans la dérive, et ça va très très vite. Tout le monde, enfin toutes les familles sont confrontées à ça. Il n'y a pas de, enfin là bien sûr, quand on a en plus pas de moyens dans la famille, ça va encore plus vite. Mais toutes les familles sont confrontées à des problèmes comme cela. Je suis désolé, j'ai appris mieux cause. Donc je suis Nicolas Maggio, je suis en charge pour l'Académie Nantes, pour le rectorat d'éducation nationale, de mettre en œuvre toutes les politiques insertion, et je suis très très heureux de participer. Pardon? Un beau challenge. Voilà, alors sans développer quoi que ce soit au niveau des politiques qui existent, mais on a parlé tout à l'heure de modalité de repérage de ces jeunes aussi. Il faut dire que les mailles du filet sont tellement devenues fines qu'on les retrouve de plus en plus. Numériquement parlant, ils sont nettement moins nombreux qu'ils ont été avant. On n'a jamais autant diplômés, du moins. On peut toujours non, parce qu'on les rend visibles aussi, et que c'est devenu un problème de société. On s'est rendu compte que, évidemment, c'était toujours des jeunes sans diplôme qu'on retrouvait dans les grandes difficultés. Donc c'est vrai que numériquement parlant, ils sont beaucoup moins nombreux. Je ne vais pas justifier les politiques, et je pourrais vous montrer tout ce que l'on a comme politique pour y arriver, mais je partage puisque c'est mon combat au quotidien de lutter contre les sorties sans diplôme. Je partage justement ça, et je pense que il faut aussi pouvoir renforcer tout ce qui est de la première chance, du domaine de la première chance à notre niveau. Actuellement, on travaille beaucoup vers justement la massification. On a massifié les systèmes, le système scolaire, donc on a atteint l'objectif, c'est 100% d'une classe d'âge au niveau 5 et pas à frein 5 justement, mais on a atteint 97%. Et c'est vrai que c'est quelque part une réussite, mais c'est les 3% qui font notre énergie, et ce que je veux dire, c'est que c'est de moins en moins nombreux, mais c'est de plus en plus préoccupant d'un point de vue sociétal, puisqu'on voit bien derrière tout ce que ça enchaîne comme risque de marginalisation. Mais voilà, on essaie de faire des choses quand même. Je réagissais à ce que le monsieur devant disait. Pour moi qui n'en fais pas partie, j'ai envie de vanter tous les mérites de l'insertion. Je suis André Terrien des Écosoli, association qui tente de développer et promouvoir l'économie sociale et solidaire sur le territoire, notamment de Nantes Métropole. Et je trouve que le secteur de l'insertion a vraiment une qualité tout à fait remarquable. C'est vraiment d'articuler une militance et en même temps une professionnalisation. C'est vraiment un secteur qui a eu capacité à se professionnaliser et à faire la preuve de son efficience dans un temps quand même relativement court au regard de l'histoire. Une autre qualité de ce secteur de l'insertion par l'activité économique, c'est la capacité à innover. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a offert, au-delà des services aux personnes en situation d'insertion, qui a offert au territoire au pluriel des activités qui n'étaient pas développées antérieurement. Tout le domaine où c'est le plus criant, c'est un certain nombre d'activités qui touchent à l'environnement, à la protection de l'environnement. C'est incroyable la capacité qu'a eu ce secteur d'activité à construire de l'innovation. Et puis c'est vrai que c'est un secteur qui a vraiment la qualité de lier performance sociale et performance économique de manière différente en fonction des statuts. Il y a une grande diversité dans les statuts et les fonctions des structures d'insertion, mais il y a vraiment une capacité particulière. Donc j'avais envie de souligner ces qualités particulières. Non, simplement, je reviens un tout petit peu en arrière, tout en étant en adéquation avec ce qui vient d'être dit. Mais simplement, c'était peut-être en réaction à ce que disait Jean tout à l'heure. C'est cette idée de dire que le problème, c'est pas simplement un problème de formation, c'est qu'un problème aussi, et vous le disiez tout à l'heure, de sociétal, c'est-à-dire, moi, pour présider une association qui s'occupe de jeunes, on voit bien la complexité des problèmes, et que
les problèmes de désintérêt par rapport à l'école ou d'incapacité à pouvoir suivre, etc. Souvent des causes et des raisons plus profondes, et donc c'est vrai qu'il y a une mobilisation. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, c'est comment on peut construire des parcours de vie, des continuums, c'est-à-dire chaque organisation ou chaque institution apporte à un moment donné peut-être une réponse à une partie du problème, mais c'est comment on peut faire à ces jeunes-là, leur organiser un parcours qui fasse qu'on tire vers le haut et que ayant à un moment donné une opportunité qu'on retourne pas en arrière, quoi. Et donc c'est le maillage de tout ça pour que ça soit efficace dans le temps, quoi. Voilà, c'était plus une réaction. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, c'est pas. Et sur les supports, oui, j'ai pas parlé beaucoup, c'est bien que vous en parliez, parce que c'est vrai qu'on en oublie de parler de l'activité. Je prendrais sur l'environnement par exemple. Donc nous, on est sur un secteur qui est Cap Atlantique, donc toute la presqu'île guyandaise, et on travaille sur la régulation des espèces invasives. Donc type Baccharis, ça va peut-être rien vous dire, mais ou je sais plus, c'est l'air de Pampa ou autre. Mais c'est les chantiers qui ont permis de mettre en œuvre cette régulation des espèces qui a un coût énorme pour la société. Et on peut le multiplier. Le recyclage, enfin, vous avez le relais qui est ici, vous avez Envie. Envie, il y a une taxe qui existe maintenant au niveau européen et qui permet de justement de faciliter le recyclage de tous ces matériaux qui sont consommés. Et l'IAE a été ont été les pionniers dans ce domaine-là, et il y a plusieurs domaines comme cela où l'IAE a été pionnière, quoi. Et je crois que ça, c'est quand même une caractéristique de l'IAE qui est pas à négliger et qui montre que pour peu que l'État et les conseils généraux accordent la confiance aux acteurs sur le territoire par des financements adaptés, il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent répondre. Je dis pas répondre à des, ce sont des solutions pour la société, quoi. Je dirais, et ce sont des solutions pas pour réparer. Ça fait partie de la société, quoi. Et je crois que ça laisse justement au territoire la possibilité de s'organiser pour ne pas être devant ce qu'on appelait auparavant l'État-providence et attendre, quoi. Non, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, mais c'est encore à parfaire, quoi. Oui, non, c'est fini. Est-ce que vous avez un système d'évaluation par rapport, est-ce que vous avez, peut-être par échantillon, est-ce que vous avez suivi par rapport aux jeunes qui passent chez vous, quel est le pourcentage qui arrive à un emploi? Enfin, est-ce qu'il y a des évaluations? Ça, c'est un vrai problème. En France, on ne sait pas évaluer. La France ne sait pas évaluer ses politiques publiques. Alors, en général, que ce soit au niveau des conseils généraux, que ce soit au niveau des conseils régionaux, que ce soit au niveau de l'État, les systèmes d'évaluation sont très complexes à mettre en place. Alors, d'autant plus dans l'IAE, le système d'évaluation, il est complexe puisque, bien sûr, pour l'État, les financements viennent de la politique de l'emploi. La politique de l'emploi, c'est directement Bercy, et donc Bercy, lui, il voit l'IAE qu'à travers un morceau de ce qu'elle fait, c'est-à-dire le retour à l'emploi ou à la formation. Et c'est ça le résultat qui doit faire que Bercy décide de financer ou de pas financer, quoi. Et nous, on considère que, en gros, en moyenne, entre 40 et 50% des personnes retournent vers l'emploi et la formation. Mais tout ça s'appuie sur des systèmes d'évaluation qui sont encore à parfaire, quoi, parce que c'est vraiment, dans les politiques publiques, c'est vraiment un maillon qui est systématiquement oublié, mis de côté, où on ne sait pas faire. Je veux dire, c'est en permanence des conflits avec les financeurs. Voilà. Et pour mesurer, il faut un étalon. Il faut un mètre pour savoir que ça fait 20 mètres. Et je pense que l'étalon manque. Et que la difficulté de l'évaluation,
c'est que l'étalon de base, avec quoi on va comparer les résultats que peut avoir une action d'insertion, cet étalon manque. Il suffit d'entendre parler du nombre de chômeurs en France, on en discutait tout de suite, 3 millions, 4 millions, vous avez 10 sources, vous avez 10 chiffres différents. Donc le problème c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'étalons sociaux qui permettent de mesurer les progrès, le niveau de base des jeunes qu'on prend au départ, et puis le niveau qu'ils atteignent au bout de 2 ans, par exemple, de réinsertion dans la vie, dans la société normale. Et comment on calcule, comment on mesure un jeune qui, en passant le chantier, dans l'étape suivante, est parti engager une désintoxication? Comment on mesure ça? Est-ce que c'est qui bénéficie du résultat là? Est-ce que c'est l'IAE ou est-ce que c'est compliqué à mesurer. Mais je pense qu'il y a des moyens et on en a proposé et on y travaille, mais c'est pas encore complètement arrêté parce que c'est souvent des sujets de forte tension, quoi. Catherine Masson, responsable d'un chantier d'insertion à Tao. Je voulais juste préciser qu'il y avait aussi beaucoup d'adultes et pas que des jeunes, beaucoup de gens qui sont sortis effectivement qui sont au chômage et qui ont vraiment besoin de ces structures, vraiment besoin de ces actions pour repartir. Alors évidemment, ils repartent pas tous parce que quand ils arrivent à 45 ans, on a beaucoup de mal à redémarrer. Mais en général, ça leur donne beaucoup d'énergie. Et je voulais dire par rapport à l'accompagnement qui est fait pour les inciter à aller vers de la formation ou vers l'emploi, au niveau des encadrants, on a une pédagogie qui est adaptée et qui reprend justement à partir des compétences de la personne. On part des compétences de la personne et l'on essaye de les amener aux compétences complètes pour aller évidemment vers des modules, vers des morceaux des morceaux de compétences professionnelles, parce qu'on ne peut pas prétendre en 6 mois ou en 1 an faire des professionnels. Ceci dit, pour valoriser ce parcours-là, il est important qu'on leur donne un étalon aussi dans la formation et dans le métier qu'ils approchent. Et on a vraiment besoin d'un accompagnement très rapproché, très individualisé et qui permette de valoriser chacun à sa mesure. Enfin, je voulais rappeler ça parce que c'est très très important dans notre travail au quotidien. Je propose qu'on jette un œil sur le film que vous avez apporté, si vous voulez, puis s'il reste encore des questions, on reprendra après, sauf si vous avez encore d'autres questions. Donc le film, c'est vraiment une petite activité d'une structure d'insertion, parce que c'est pas son activité principale. Mais quand vous parliez de créativité, c'est vrai que là, l'enjeu, c'était de lier insertion et coopération. C'est quand même pas une chose très simple. Et c'était d'engager insertion et coopération dans la réciprocité. C'était de faire le pari que nous, on avait besoin. C'est ce qu'on a dit quand on a été là-bas, voir la commune qui a accueilli ces jeunes-là. On leur a dit, voilà, nous on a besoin, parce qu'on a des jeunes chez nous, qu'on a besoin de sortir des territoires, et parce qu'ils sont tellement pris dans leurs addictions, dans leur délinquance, dans tout ce qu'on veut, que si on les extrait pas du territoire, ils ont du mal à percevoir ce que peut être leur avenir. Et on s'est dit qu'en les déplaçant et en les mettant dans une culture différente, on pouvait arriver à créer quelque chose. Et effectivement, ça fonctionne. Mais c'est vrai que pour rejoindre l'encadrante de Atao, on parle beaucoup des jeunes parce que chez nous on a beaucoup de jeunes dans notre chantier. Mais c'est vrai que en gros, je pense, en moyenne en France, l'IAE c'est autour de, on va dire 60%, ce sont des adultes et 40% ce sont des jeunes. Il y a encore des questions sur cette expérience? Je crois que vous êtes à la fin. Ça n'empêche pas les commentaires. Sauf s'il y a des questions, moi je pourrais répondre. Sachant, je dis bien, c'est une expérience qui a été conduite quand même depuis 5 ans. Il y a eu 5 chantiers qui ont été conduits de cette façon-là. Après, là aujourd'hui, on est au point où on attend la décision des collectivités pour poursuivre ou pas poursuivre, ce qui est loin d'être acquis. Même si, comme ils disent, c'est une expérience intéressante et qui apporte des résultats. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier Monsieur Caillon pour son intervention.
Et puis en espérant qu'elle profitera aux travaux du Conseil pour la suite. On aura d'autres auditions sur le thème social. C'est un sujet dont on n'a sans doute pas fini de parler, mais en tout cas merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis je voudrais aussi en remercier, mais j'ai pas noté votre nom, je l'ai vu dans le film. Là, Monsieur Laperdrie, voilà, qui a participé. Oui, vous pourriez dire un mot peut-être de vos fonctions, enfin sur ce que vous pourriez dire sur le président d'Électriciens sans frontières Pays de la Loire, et puis avec Jean-Pierre il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, on avait discuté de cette opportunité-là. Et puis voilà, on a monté 5 chantiers, et quand on regarde le coût, la phrase importante, il y a 2-3 petites bricoles très importantes dans le film. La première, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on met les jeunes en situation de don. C'est-à-dire qu'ils sont pas en situation de récupération sociale, ils sont en situation de don, ils offrent quelque chose. Ça, c'est très positif. Et puis, il y a l'image du rapport avec la police, il y a l'image du rapport avec les Béninois aussi, qui est très, très fort, où le Béninois, là aussi, dans une action de cette nature-là, est en situation de don. Il y a réciprocité dans l'action. On leur demande de nous sortir, de nous aider à faire ce qu'on ne sait plus trop faire nous-mêmes, mais en même temps, on apporte quelque chose. Hein, voilà, c'est ce qui est important. Et le problème qu'il faut soulever, je crois faut oser le dire, c'est que les budgets, on se heurte à un problème administratif sur ce type d'action, qui est tout bête, c'est que les budgets d'insertion et les budgets de la solidarité internationale sont des budgets complètement différents. Et une action comme ça, c'est un ensemble. Et on ne peut pas décemment continuer à prendre le risque ou de ne pas avoir l'un ou de ne pas avoir l'autre budget. Donc il faut arriver, on est à un stade où on a écrit un cadre logique, on a écrit une méthodologie, tout, on a fait tout ce qu'on pouvait pour ce type d'action, pour le promouvoir, et en sachant que ça coûte 2 fois moins cher que l'enfermement. Une journée revient avec l'action de solidarité à 350 €, alors que l'enfermement coûte 650 ou 700. Mais voilà. Et maintenant, il faut qu'il y ait une position de nos bailleurs de fonds principaux, parce qu'on essaie de trouver de l'argent ailleurs, mais nos bailleurs de fonds pour arriver à unifier, à s'accorder sur cette action, s'ils la trouvent crédible, et puis à unifier leur acceptation des projets. Voilà. Très bien, écoutez, sur cette conclusion, en tout cas, merci encore. Et puis pour ce qui concerne le Conseil de développement, on a quelques jours là de battement, mais c'est la période de vacances. On se retrouvera le 7 novembre pour parler agriculture, périurbaine et alimentation sur le territoire. Voilà, merci.